They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! James on the drive. Anthony for three. Puts it in. Durant. You can't keep jumping that high, man. Says who? Bryant for the win. La saison NBA vient de reprendre, c'est l'occasion de sortir sa plus belle tenue. On vous propose un petit défilé dans #Hype. Russell Westbrook, complètement à l'ouest depuis son arrivée aux Lakers. Que faire de son cas? C'est le débat de la semaine. MVP, MIP, 6e homme, coach, la Hype Family donne ses prédictions dans le focus. Hype, épisode 4, saison 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, nouvelle émission Hype, nouvelle semaine Hype, la NBA, ça y est, c'est reparti et on va parler de cette première semaine avec un homme plutôt bien vêtu, Angelo. Comment il va? Fashion Week dit style. Comme d'hab. Fred Veil, c'est là aussi? Tu parles pas de mes vêtements, moi. C'est pas assez bien, c'est ça? C'est différent. Ok, c'est un autre c'est style. différent. Un autre style. C'est C'est différent. W Fit is back. Bon, merci messieurs d'être là, fidèles au poste. On va accueillir les États-Unis dans cette émission. On va introduire d'abord Melvin. Ouais, Melvin Carsanti, comment il va? Eh ben, il va très bien. Comment allez-vous, les gars? On va bien, je crois que t'es pas à San Francisco là, hein. T'as un petit peu bougé. Ouais, j'ai un petit peu bougé. Je suis à Washington, D.C. pour des obligations. Et après, je débarque en France. On va avoir la oui. chance d'avoir Ça Melvin. c'est hype, ça c'est Ça, c'est hype. très hype. On très t'attend, ta place est déjà réservée, t'inquiète pas. Et on en profite d'ailleurs pour te souhaiter un bon anniversaire à l'antenne. Et voilà, on espère que tu as profité de ta journée. Merci. Antoine, du Ah côté oui. de New York, est là aussi également, fidèle au poste, casquette à l'envers, tout va bien, il est en forme. Tout va bien, détendre. C'est le matin là, hein, on y va doucement. On y va doucement. Ok, bon, bonjour à tout le monde. On espère que vous êtes prêts. On va passer une bonne émission ensemble. On a déjà un cadeau à vous offrir. Le livre de Rémi Reverchon, un confrère, Road Trip NBA. C'est aux éditions Amphora. Pour le remporter, il vous suffit simplement de répondre à cette question. Combien de titres a remporté Rudy Gobert? Combien de titres de meilleur défenseur de l'année a remporté Rudy Gobert en NBA? Ça se passe sur Twitter. Vous nous répondez, puis on vous donnera la réponse la semaine prochaine. C'est une question qui n'est pas normalement très compliquée. Si on est fan de NBA, on doit connaître. Ok, bon, voilà, vous répondez et puis le livre arrive chez vous bientôt. On y va, on a un gros programme. On va commencer par une rubrique qui nous est chère ici, #Hype. C'est parti. Alors c'était la rentrée des classes hein, en NBA et quand on parle de rentrée des classes, on essaie justement de sortir un peu les vêtements. C'est une belle coutume aussi en NBA que d'essayer d'avoir un petit peu l'air différent des autres. On a regardé un peu cette semaine, on a scouté un peu les tenues vestimentaires des uns et des autres pour cette rentrée. On vous montre tout ça, il y a des choses assez surprenantes. On va se tourner vers Fred qui se marre. Le style un petit peu NBA est particulier. Quand on pense fashion en NBA, est-ce qu'il y a un joueur qui Alors moi, quand je pense à fashion, Ouais. je pense à Angelo déjà, par principe. Ah, ok. Par principe, parce que je trouve que les mecs qui ont envie de couper du bois tout de suite s'identifient à Angelo avec sa chemise. Exactement. Mais, Tout le monde n'en est pas capable. Hein. NBA, je sais pas, j'allais dire Westbrook, parce que lui, il est complètement barjo et qu'il est capable de mettre à peu près n'importe quoi. Il va très Ça loin. va jusqu'au Donc, kilt. Ça va un peu trop loin parfois. la mais jupe, moi, ça me fait rire, je trouve ça Ça te cool. fait rire Ouais. Ok. T'aurais tenté, toi, le costard vert de Draymond Green, par exemple, ou pas? Moi, je trouve qu'un costard vert sur Draymond Green, c'est parfait.
C'est aussi pour ça, je pense, qu'il le fait, le petit jeu de mots autour de son nom de famille. Bon, voilà, c'était une petite joke pour commencer cette émission. On va rentrer par contre dans le dur. Tu parlais de... Vif du sujet. Dans le vif du sujet, tu parlais de Russell Westbrook. Bon, il va faire partie de notre discussion dans le débat de la semaine. On va pas parler de la tenue vestimentaire de Russell Westbrook, on va parler un petit peu de... On pourrait dire que son jeu est à l'image de cette tenue. Voilà. Mais on va rester d'abord sur le jeu et puis on ira peut-être après, si on a le temps, sur sa tenue vestimentaire. C'est catastrophique, Russell Westbrook, depuis quelques semaines, depuis quelques longs mois aux Lakers. Alors, on va d'abord vous le présenter, Russell Westbrook, et puis on va se poser la question de savoir que faire de Russell Westbrook dans cette franchise des Lakers. Alors voilà, 33 ans Russell Westbrook, c'est un joueur d'1m90, 90 kg, il est meneur de jeu, il en est à ça, il a été drafté en 2008, en 4e par une équipe qui n'existe plus, 4e choix par les Seattle Supersonics, expérience NBA, 15e saison déjà pour Russell Westbrook, ce qui fait beaucoup, donc c'est un vétéran, quelqu'un d'expérimenté, et qui a un palmarès, Russell Westbrook, puisqu'il a été MVP en 2016-2017, donc la saison 2016-2017. Il a 2 titres de MVP au All-Star Game, 9 All-Star, 9 All-NBA, 2 fois meilleur scoreur de la Ligue et 3 fois meilleur passeur. C'est un joueur qui a joué donc pas pour les Seattle Supersonics, mais pour OKC, qui est passé ensuite du côté des Rockets de Houston et ensuite Washington et les Lakers aujourd'hui. Ça se passait plutôt bien au niveau d'OKC, mais depuis OKC, on voit que ça tombe un peu. Comment déjà on peut expliquer la perte d'impact sur le jeu et sur le plan statistique de Russell Westbrook depuis son départ d'OKC? Alors, moi, je trouve ça assez simple. Déjà, il y a 2 raisons majeures pour moi. La première, c'est qu'il vieillit, donc physiquement, il est un peu moins fort physiquement, c'est assez logique. Tu disais 15 saisons NBA, ça marque un joueur, surtout un joueur qui, comme lui, aime l'impact physique, le côté athlétique, etc. Et ensuite, il est parti d'OKC pour essayer de gagner les titres. Donc, il va d'abord à Houston et il se dit, je me mets au service du barbu pour gagner un titre. Donc, il se met de lui-même un petit peu sur le côté. Ensuite, il lui demande son trade, il va à Washington, où là, c'est Bradley Beal qui est le numéro 1, et donc là aussi, il se met à son service. Donc c'est logique que ses stats soient un peu en rapport avec le fait qu'il se mette de lui-même en position numéro 2 en attaque. Oui, c'est un élément qui est intéressant, Fred le note bien. Et je pense aussi que, moi je me positionne en tant qu'arrière shooter et donc joueur extérieur. Ouais. Parfois, c'est des petits détails qui, à l'œil nu ou à l'œil inéduqué, ne vont pas vraiment sortir du lot, mais pour faire baisser son pourcentage et commencer vraiment à tomber dans le doute, il ne faut pas grand-chose. Et comme lui, il a une propension énorme à perdre des ballons. Il a un jeu à risque. Clairement. Et on le voit, j'ai regardé les 3 matchs des Lakers depuis le début de la saison. Ouais. Toutes les finitions où d'habitude, on regarde les années où encore ça passait, la plupart du temps à Washington, ça ne rentre plus. Des lay-ups main gauche qu'il ne met plus, des petits jeux postés où il se retourne et il rate de manière assez flagrante. Ce ne sont pas des mauvais tirs, en tout cas c'est des tirs qui sont dans son registre et des tirs qu'il maîtrise parfaitement. Et donc son pourcentage commence à sombrer. Derrière les pertes de balles, ça fait... Voilà, on dirait que tout s'acharne sur lui, comme si le mauvais œil ou le mauvais sort était sur les épaules de Russell Westbrook. Il est bien meilleur que ce que ses statistiques disent à l'heure actuelle, et il est bien meilleur que ce jeu qu'il nous propose. Les statistiques, on les voit, à l'Ouest depuis le début de saison, 4 sur 15, 0 sur 3 points. 8% à 3 points. 8% à 3 points. Et les tirs grands ouverts. Oui, c'est ça. C'est qu'on ne le respecte plus aussi. Non. Voilà. En plus, comme on ne le respecte plus, forcément tu perds confiance, parce que le mec ne te regarde même pas quand tu shootes. Imagine qu'on met le pivot. On met le pivot défensivement sur lui pour qu'il reste dans la raquette. On le supplie de shooter. T'imagines? Melvin, analyste de jeu NBA, on sait que tu aimes bien ça. Tu as suivi la carrière de Russell Westbrook. Tu le vois encore du côté des Lakers, en Californie, non loin de San Francisco. On le dit en difficulté. Il est en difficulté. Que faire de Russell Westbrook, selon toi? Moi, je pense, comme je l'avais dit déjà la semaine dernière, on a fait la prévue des Lakers. Pour moi, la question, est-ce qu'il faut le trader? Pour moi, la question, c'est quand? Malheureusement, il aurait dû être tradé cet été. Je pense que ça aurait été la meilleure solution pour lui. Ça aurait été la meilleure solution pour les Lakers, parce qu'il ne faut pas oublier que les Lakers, quand tu as LeBron James et Anthony Davis, et que tu veux essayer de jouer le titre, tu dois construire une équipe qui va autour de LeBron, et ce n'est pas le cas avec Russ et avec d'autres joueurs. Et le problème pour Russ, comme Angelo et Fred l'ont dit, il a besoin du ballon pour jouer. Et si tu décides de le mettre
en une sorte de joueur qui peut défendre, amener de l'énergie et qui reste dans le corner en attaque parce que LeBron est celui qui doit avoir la balle, ça va pas marcher. Donc moi, je me demande pourquoi il est toujours là. Et pour moi, il y a une faute professionnelle, pas de Russell Westbrook, mais plus du management des Lakers, de l'avoir encore dans cet effectif après les problèmes qu'il y a eu la saison dernière. Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, on peut ouvrir et élargir au choix des Lakers, le management des Lakers. On l'avait observé, Russell Westbrook en difficulté du côté des Rockets quand il avait justement moins la balle entre les mains. Donc ça a été scouté, je pense, par tout le monde en NBA. On l'avait vu donc ne pas exceller dans ce rôle-là. Et on va le chercher aux Lakers pour... Voilà, peut-être le réinjecter de cette manière-là dans le jeu offensif. Donc déjà, c'est une première question qu'on peut se poser. Quand on sait qu'on ne peut pas utiliser Russell Westbrook off the ball, comme on dit, donc sans la balle, c'est un peu compliqué de le choisir. Ça, c'est peut-être une question que je peux poser à Angelo. Mais on a également une intersaison où on sait que ça ne va pas marcher. On l'a vu pendant quasiment toute une saison avec les Lakers. Et on repart avec le même joueur en octobre. Comment on peut l'expliquer ? Le vrai problème, pour moi, c'est pas la présence intrinsèquement de Russell Westbrook au sein de l'effectif. C'est son utilisation ? C'est ce qu'il y a autour de lui. Pour que Russell Westbrook soit un joueur performant, il a besoin d'être entouré de shooters qui gardent la menace et qui gardent la défense concernée hors de la ligne et hors de la raquette. Si tu as une raquette qui est complètement compacté de par le fait qu'on puisse mettre un pivot sur Russell Westbrook à l'heure actuelle, qu'il n'y ait pas un joueur au niveau des Lakers, au-delà de Reeves, qui puisse écarter la défense. LeBron a un très mauvais pourcentage au tir. Ils ont perdu Caldwell Pope. Ils ont perdu tous les mecs qui étaient à même de pouvoir conserver, on va dire, la défense en respect. Ils étaient là l'an dernier. Westbrook n'était pas meilleur. Il était tout de même un peu meilleur qu'à l'heure actuelle. C'est juste que c'est encore plus, on va dire, prononcés puisqu'ils sont dramatiques de manière globale. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème Russell Westbrook, c'est un problème Lakers. Global, ok. Ouais. Problème global, Antoine, je te lance sur la globalité. Le projet de jeu des Lakers ne semble pas avoir évolué pendant l'intersaison. Comment tu vois justement l'équipe évoluer autour de Russell ou pas ? Est-ce que c'est un joueur sur lequel on peut compter encore ? Je pense que là, on a tout dit. Ça ne fonctionne pas. On ne voit pas trop comment ils vont trouver des clés. Alors, certes, ils ont un nouveau coach, Darvin Ham. Donc, il y a encore des choses à mettre en place et peut-être que ça va s'améliorer. Mais là, on est vraiment sur des choses historiques, quoi. Il est à 41% en termes de défense sur lui quand il shoot. C'est le taux le plus bas historiquement de loin. On a eu 2 joueurs qui étaient en dessous de 50%. Ils étaient à 49%. C'était Joachim Noah et Julie le deuxième. Peut-être que quelqu'un s'en rappellera en plateau. Mais donc voilà, c'est vraiment plus personne ne le respecte. Les fans aussi s'acharnent sur lui. On a vu des vidéos à Los Angeles. Sur Internet, c'est encore pire. On a tous vu les mêmes où il y a Tupac en mode grand-père. Si Westbrook était shooter, Tupac serait encore en vie. Nous, du côté de New York, on a même vu des choses. Ouais, les tours jumelles qui seraient encore là à New York si c'était lui qui était le pilote dans l'avion. Enfin voilà, on commence à avoir des trucs vraiment sales un peu partout. Ouais. Et voilà, c'est pas le genre de choses qu'on a envie de voir autour du jeu. C'est pas le genre de choses qu'on a envie de voir pour résumer la carrière d'un joueur qu'on aime ou qu'on n'aime pas, a quand même apporté pas mal de choses dans... 3 saisons en triple-double, quand même. 4, pardon. 4. Oui, 3 de suite. Et effectivement, 4 saisons en triple-double. On voit d'ailleurs les chiffres là. C'est le leader, 194 triple-double. Oscar Robertson est le deuxième et il a longtemps été le premier, Russell Westbrook. Je voudrais, moi, qu'on s'attarde encore sur son cas. C'est un joueur vétéran, on l'a dit. Est-ce qu'il est... pour vous, capable de s'adapter à sa propre situation et de peut-être changer les facettes de son jeu pour rester un joueur NBA. On voit un Carmelo Anthony qui n'a pas de contrat aujourd'hui parce qu'il a toujours été un peu unidimensionnel, shooter, mais pas forcément bon défenseur. Est-ce que Westbrook, il va un peu sur le même terrain là ? Alors, moi, je pense que Westbrook a la capacité de rebondir, mais pas à Los Angeles. Okay. Los Angeles, il est malheureux, tu sens que le mec n'est pas bien. L'enfant du pays, il est revenu en héros. Il est en train de partir, on vient de l'expliquer, tout le monde s'acharne sur lui. Et encore une fois, tu l'as dit tout à l'heure, et je crois que tu étais d'accord, Angelo, tout le monde parle de lui, sauf que Rob Pelinka a beaucoup d'erreurs à son actif. Ouais. Et finalement, LeBron James, de l'avoir fait venir, connaissant lui-même son propre jeu, et avec son QI basket, comment, à un moment, il a pu dire il va y avoir un fit avec lui et moi. Enfin, c'est pas possible. Quelque part, il y a une incohérence dans ça. Donc, je trouve que c'est facile de mettre une tête de Turc du côté des Lakers, mais que, de toute façon, il peut pas rester. Après, s'il n'y a pas eu de trade aussi,
c'est 47 millions, les gars. Hein. C'est dur à 47 échanger. millions à encaisser, c'est pas si facile que ça aussi. Et en plus, les Lakers ne veulent pas lâcher du tout leur premier tour de draft. Parce qu'ils étaient pour parler avec Indiana. Et sans les tours de draft, il n'y aura pas d'échange. Ils seraient dans une configuration pour le moyen terme très, très compromise si ils acceptaient de faire un trade avec Westbrook en lâchant les tours de draft. Là, ils se mettent dans une situation compliquée. Il y a deux éléments. Ouais. Il y a deux éléments. Il y a le premier élément, c'est le fait que Russell Westbrook, 3 fois meilleur passeur de la NBA, c'est un joueur qui a besoin de bons joueurs de rôle autour de lui pour briller. Donc, pour répondre à ta question. Ou de la balle pour passer la balle. Ou de la balle. Mais même, c'est pas lui qui a même la balle, en relais, par exemple, s'il est sur de l'attaque de close-out, ça reste un joueur très impactant sur son premier pas qui s'infiltre dans les intervalles. La raison pour laquelle il est en grande souffrance, c'est qu'il y a tout le monde dans la raquette à l'heure actuelle. Donc, il est obligé de terminer face à des grands gabarits, des athlètes, et il n'a pas de réussite. C'est compliqué. Tu sors tirer de la raquette quand on est à 21% à 3 points, alors que tu es une des équipes qui en prend le plus en plus. Tu sors de la raquette. Ouais, mais Fred, un joueur. Non, mais ce que je veux dire défensivement. Non, mais un joueur avec les qualités athlétiques de Westbrook et la vitesse de Westbrook, si tu restes à 2 mètres de lui, il peut tout de même trouver des intervalles où il va créer pour les coéquipiers. Okay. Seulement, il n'a personne qui puisse répondre Angelo, à ces besoins-là. Exactement. Faisons entrer dans cette discussion Melvin qui voulait réagir. Ouais, non, parce que quand on parle de ça, et c'est vrai qu'il y a d'autres joueurs qui sont défendus comme Russell Westbrook, le grand ami d'Angelo, Ben Simmons, mais surtout, moi, je pense à Draymond Green. Et Darvin Ham, d'ailleurs, a dit après le match, après la défaite contre Portland il y a 2 jours, il aimerait voir un Russell Westbrook plus dans un rôle à la Draymond Green. Sauf que ce n'est pas Draymond Green qui veut. Oui. C'est-à-dire que Draymond Green, depuis toujours, il sait ses forces. Il sait que s'il y a quelqu'un qui ne défend pas sur lui, il va aller faire un main à main avec Steph Curry, il va aller poser un écran pour libérer ses shooters. Et le problème, c'est que ce n'est pas du tout le jeu de Westbrook. Il n'a pas l'habitude de faire ça. C'est quelqu'un qui est extrêmement dans sa routine, que ce soit dans sa routine d'entraînement ou dans sa routine de match. Et si on le sort de ce rôle-là, je pense qu'il est perdu. Donc, c'est bien beau de vouloir le mettre dans ce rôle-là. Mais comme le disait Angelo, il va faire un main à main avec qui va prendre un tir derrière. Il n'y a personne. Donc, oui, il y a un problème Russell Westbrook, mais il y a aussi un gros problème général chez les Lakers. Après, les choix de tir contre Portland, hein, si vous avez vu ce match où il a la balle en main pour essayer de finir, et il prend un tir déjà beaucoup trop tôt dans la possession, et c'est un tir que son coach a regretté d'ailleurs. Ça, c'est pas la faute des autres joueurs de son équipe. Hein. Oui, mais il y a quelque chose qui est brisé, c'était le dernier point que je voulais dire. Quand psychologiquement un joueur il est hors de sa zone de confort, de son bien-être, et Westbrook, comme tout autre joueur de basket, je ne parle même plus de joueur NBA, je parle de basket, tu as besoin de cette sérénité émotionnelle. Et le problème, et je pense que Fred, tu peux attester de ça, dans le vestiaire des Lakers et au sein de l'organisation, la considération qu'il a, le traitement qu'il a des supporters des Lakers, il est affreux. En fait, tout est fait pour qu'il ne puisse pas sortir de cette situation. Tout est fait pour qu'il sombre complètement et qu'on soit dans une sorte de friction systématique. Il n'est pas soutenu par ses coéquipiers ni. Tu vois le body language, mais je ne critique pas LeBron ou Anthony Davis ou les autres qui puissent être frustrés. À un moment donné, il y a la compétitivité du quotidien, il y a des ambitions. Tu es les Lakers, tu n'es pas les Sacramento Kings. Et tu es un joueur référencé Russell Westbrook. Tu es un Hall of Famer. Tu es un des meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA. Donc on s'attend à ce que tu domines la situation pour être toi-même. Moi, juste pour revenir sur le shoot. Après, on parlera avec Antoine. Sur le shoot dont tu parlais, honnêtement, il est en forme et il prend ce shoot et il se laisse l'opportunité d'avoir un deuxième shoot après. Je le trouve pas mauvais. Hein. Le choix est pas mauvais dans des conditions où il a la confiance. Le choix est mauvais parce qu'il n'est pas en confiance. Oui, donc on parle de ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. C'est un joueur qui met plus un tir depuis. Le mec, en même temps, il essaie de gagner de la confiance. Lui, dans sa tête, je pense qu'il a confiance quelque part. Mais après, sur les shoots, on voit que clairement, il l'a pas. Mais le choix tactique, il n'est pas si mauvais que ça. C'est quand même roulette russe. Hein. T'as la balle pour gagner. T'es un héros. Tu la mets pas. Avec Westbrook, je l'avais même pas. On va enchaîner de tout ça. Bon, je pense qu'on avait fait le tour de la question. Dernière chose, les Lakers. Oui. Ça va pas très bien offensivement, c'est clair, mais ils sont deuxième meilleure défense de NBA. Okay. Le match qu'ils perdent contre Portland, ils s'écroulent dans les dernières minutes, mais ils étaient tout de même en situation favorable. Et ils ne prennent pas de roost, malgré les Clippers, tout le monde les voit en finale, ils ne prennent pas de roost non plus. Finalement, ils sont pas bien parce qu'ils ne mettent pas un panier, mais sur les résultats, ils ne sont pas si mal que ça, même s'ils sont à 0-3. Oui, voilà. Non, mais concrètement, ils ont pas gagné. Il y a des 0-3 qui ne ressemblent pas à d'autres 0-3. Les 0-3 des Lakers, ce n'est pas les 0-3 des Magic, par exemple. Ok, je retente ma chance avec Antoine, si on l'entend. La saison des Lakers passe par un trade de Russell Westbrook ou pas ? Oui, par contre, ça va être compliqué de trouver un trade qui permet vraiment aux Lakers de satisfaire leurs ambitions et normalement celle qui devrait être de LeBron James d'aller loin en playoff encore cette année.
Ok, bon, on va suivre la saison de Russell Westbrook et des Lakers. Hein, ça fait que commencer, et puis c'est un gros marché, donc on en parle forcément chaque semaine. Les Lakers qui cherchent forcément à être mieux dans la hiérarchie à l'Ouest et pourquoi pas être un prétendant au titre. Ça semble pour Ils ont l'instant besoin de le faire vite, hein, par contre. un peu compliqué pour amener LeBron peut-être à un 5e titre NBA. On va suivre ça. On va discuter de l'histoire de la NBA maintenant ensemble dans une chronique toute nouvelle qui s'appelle Hype Stories. Chaque fois qu'on en aura l'opportunité, on essaiera de rentrer un petit peu dans le fond et de vous parler, de vous présenter, d'évoquer avec vous l'histoire de l'NBA à travers un contexte, une franchise, un joueur de légende. Et on a choisi cette semaine de vous parler d'un joueur que vous connaissez sûrement, pour les moins jeunes peut-être moins, Dikembe Mutombo, un spécialiste de la défense en NBA, qui a fait parler de lui il y a quelques jours pour des raisons assez tristes, puisqu'il s'est retrouvé avec une maladie importante. On va en parler bien sûr avec Antoine. Moi j'ai une première question, Antoine, sur Dikembe, que tu connais bien. Quel joueur a été Dikembe Mutombo? Est-ce que tu peux nous le présenter, ses faits d'armes et bien sûr son palmarès et puis son parcours? Ouais, clairement, c'est un des palmarès les plus riches de la NBA, même s'il est très spécifique sur le rôle de défenseur. Il a laissé une marque énorme. Alors, je vais récapituler un petit peu vite fait le palmarès. Il est 8 fois All-Star, il est sur la All-NBA Second Team en 2001, la Third Team en 98 et 2002. Donc, il est surtout 4 fois meilleur défenseur de l'année. Encore une fois, c'est un record détenu avec Ben Wallace. Il sera peut-être bientôt rejoint par Rudy Gobert. Il est 2 fois meilleur rebondeur de la Ligue. Il est 3 fois meilleur contreur d'affilée en plus. À une époque, on a Dennis Rodman qui est meilleur rebondeur d'affilée. On a aussi Dikembe Mutombo qui est meilleur contreur d'affilée. Il a son numéro 55, qui est retiré à la fois chez les Nuggets et chez les Hawks. C'était les Nuggets qu'il avait drafté. Il a largement contribué aussi à amener les Sixers en finale 2001 où il a affronté le gros Shaq. On se rappelle tous de son finger wave, no, comme ça. Où en gros à chaque fois qu'il contrait il faisait ça. La NBA lui a interdit de le faire directement aux joueurs, et si on se rappelle moins de ses passages aux Nets parce qu'il est souvent blessé, il joue un petit peu un rôle de un sixième homme un petit peu de luxe en finale face aux Spurs, derrière quand il passe aux Knicks il joue contre les Nets, il leur met 10 comptes dans la tronche, et il avait entendu d'un arbitre qu'en fait il avait le droit d'utiliser ce finger wave comme ça, no, tant que ce n'était pas adressé à un joueur. Donc il commence à le faire aux fans qui le faisaient face à lui. Il devient pas vraiment une mascotte, mais quand même un des joueurs les plus favoris, les plus appréciés vraiment de tous les fans de la NBA à travers le monde en plus, puisque c'est un pionnier africain, donc il y a une dimension internationale qui est très très forte dans son parcours. Et derrière, il fait une très bonne fin de carrière, un peu en apothéose aux Rockets alors qu'on le croyait un peu fini, puisqu'il y avait des blessures, etc. Il a un bon duo avec Yao Ming. C'est lui qui est titulaire sur les 12 dernières victoires de la série historique de 22 victoires des Rockets d'affilée. Et donc voilà, il doit partir sur une blessure finalement après 18 saisons. On parle de longévité, il faisait partie de ces personnes qui arrivaient vraiment à tenir longtemps à une époque où ce n'était pas forcément le cas en NBA. Il y a eu beaucoup de progrès là-dessus. Donc voilà, immense héritage laissé par en plus une très belle personne, ce qu'on va parler après, mais parlons du jeu avec Fred, je crois. Oui, Fred, le poste intérieur, ça te parle? Oui. Quand on évoque Dikembe Mutombo, sa carrière, on vient d'en voir quelques faits d'armes. Qu'est-ce qui te marque, toi, quand on évoque ce nom-là? Contreur infatigable. Pour moi, c'était vraiment le protecteur de cercle ultime qui était tout le temps en train de se battre, qui était capable de tenir un peu d'un contrat. Alors, 2001 ne lui donne pas vraiment raison parce qu'il se fait un peu dominer par le Shaq, mais comme tout le monde à cette époque-là. Mais concrètement, c'était le joueur qui était capable de sauter une première fois, une deuxième fois, une troisième fois pour contrer, ce qui était très rare à l'époque pour les pivots, des bras immenses. Et bien sûr, le doigt levé en disant à tout le monde non, c'est pas possible. Voilà, c'était un défenseur extrêmement bon. Un peu frustre en attaque, oui, mais capable quand même de mettre des gros dunks et d'aider aussi, d'apporter un peu sa pierre à l'édifice. Moi, c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé, qui est venu en France en plus à l'INSEP et qui faisait de la muscu. Et on avait l'impression qu'il était assez gringalé et frêle. Je peux dire qu'il soulevait des 150 kilos au développé couché, le mec, assez facile. Donc, non, c'était un super athlète, un super mec avec une voix très profonde, assez impressionnante. Un mec en or, mais qui a plu à tous les pivots de l'époque, forcément. Ouais. C'est la générosité, le don de son corps, le don de soi. Pour être un défenseur à un tel niveau, il faut avoir, je pense, cette qualité.
mais on se souvient de l'abus physique que tout le monde subissait à l'époque de la part de Shaquille O'Neal, et de ce qu'il a accepté de mettre son corps au niveau de ce qu'il a subi, sans jamais rechigner, sans jamais se plaindre. Et puis cet ambassadeur international qu'il est reste, je pense, à l'image d'un Yao Ming sur le continent asiatique. On va en parler avec Antoine. Moi, je voudrais juste que tu restes sur le jeu. Successeur aujourd'hui, Rudy Gobert, c'est un peu le même profil ou pas? Défensif. Alors, je pense que oui, de par la morphologie. Ce sont des grands gabarits, très longilignes. Même morphotype et offensivement aussi, même type de limitation. D'accord. Rudy Gobert, un poil au-dessus, là, quand même? Ah bah oui, mais c'est le 2.0, évidemment. Évidemment, puisqu'il y a l'évolution du jeu, il y a l'évolution de la pratique des entraînements, etc. Mais ça serait son digne successeur. Ouais. Antoine, on continue avec toi sur la partie ambassadeur, retraité donc du coup sous le maillot des Rockets. Et c'est vrai que c'est une figure qu'on voit beaucoup sur les actions NBA Cares, un petit peu en Afrique ou partout dans le monde. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, dès qu'il prend sa retraite, en fait, la NBA le contacte parce qu'il est déjà connu pour toutes ses actions humanitaires et vraiment son impact international. Et donc, elle le nomme ambassadeur du jeu. On pourrait penser que c'est un poste honorifique, mais pas du tout. Il a vraiment un bureau au siège de la NBA, à Olympic Tower sur la 5e avenue. Il est souvent dans des avions. En fait, il est carrément tout le temps entre deux avions. Il promeut le jeu, les valeurs du sport, du basket sur toutes les scènes internationales où la NBA continue de s'étendre. Et évidemment en Afrique, puisqu'il a toujours eu un impact très très fort sur le continent africain, et notamment avant même les projets qu'on voit en ce moment, comme la Basketball Africa League, qui est à l'image en ce moment, où il a été très impactant pour vraiment la promouvoir, pour justifier un petit peu tous les moyens qui étaient mis. Avant tout ça, déjà, avec notamment Manu Bol, autre pionnier africain, et Hakeem Olajuwon, qui est évidemment la figure tutélaire des pionniers africains en NBA. Dikembe Mutombo avait développé le basket sur le continent, avait lancé des camps, avait fait des actions. Mais encore une fois, pour lui, ça va beaucoup au-delà de tout l'aspect sportif. Ce qui vraiment l'intéresse le plus, c'est l'impact humanitaire. Il faut savoir que d'ailleurs, il n'a pas commencé une carrière de basketteur à Georgetown, pourtant, avec ça en tête, quoi. Il y est arrivé pour faire des études de médecine. Et en fait, il va utiliser le basket et sa carrière pour vraiment promouvoir énormément de projets. La dernière fois que je lui ai parlé, c'était il y a à peu près 1 an. On a dû raccourcir la conversation parce qu'il était en train de monter un hôpital. Il venait de lever 3,5 millions de dollars pour monter un hôpital au Congo. Et franchement, c'est ça aussi qui faisait la richesse de cette personne. Cette voix rauque, vraiment, l'image que j'avais utilisée, c'est comme un camion Ben qui vient de décharger le gravier devant votre porte. C'est pas très doué en métaphore, quand même, par contre. Elle dit vraiment beaucoup de belles choses quand elle s'exprime, quoi. On s'arrête rarement au basket avec Dikembe. Et on lui souhaite vraiment beaucoup de bonnes choses pour son traitement, pour sa tumeur au cerveau en ce moment. Ouais, c'est une info qu'on a appris la semaine dernière. On lui souhaite bien sûr le plus grand des rétablissements pour que ça puisse continuer et qu'on puisse continuer à parler de Dikembe pour ses actions caritatives et tout ce qu'il apporte pour le basket et la communauté africaine, mais pas que. Le basket est universel, donc ça profitera forcément à tout le monde. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur Dikembe Mutombo. On aura aussi souvent que possible des thématiques un petit peu de fond pour parler du basket d'avant et de ses illustres anciens, on va dire ça comme ça. On retourne en NBA, la NBA actuelle, puisqu'on va faire un focus sur nos prédictions pour les Awards 2022-2023. On va se transformer en Madame Irma, ça va être un peu compliqué. Bon, chaque année, la NBA récompense ses meilleurs joueurs par des awards individuels. Ça arrive en fin de saison et on comptabilise la saison régulière. Il y a 3 temps en NBA, saison régulière, playoff et finale NBA. Donc là, on est focalisé sur la saison régulière et on élit des performeurs individuels. Antoine fait partie d'ailleurs d'un de ces panels de journalistes qui a l'opportunité de voter. Juste un petit mot justement avec toi, Antoine. Est-ce que tu peux nous rappeler brièvement comment ça se passe au niveau du vote ? Oui, alors effectivement, ça m'est arrivé 2 fois.
dernièrement. En gros, on est contacté par la NBA. Est-ce que vous voulez voter pour les awards à partir du moment où on suit la NBA sur place? Il y a quelques votes pour les journalistes internationaux, plus de 90 sur 100 sont réservés aux médias américains tout de même. Et donc, après les votants, on reçoit pas mal d'informations et notamment les équipes font beaucoup de lobbying auprès de nous pour qu'on puisse un petit peu voter pour leurs joueurs dans les différentes catégories. Donc voilà, c'est un processus qui est un petit peu intéressant et surtout, on sait que ça fait partie quand même de l'héritage, de l'histoire du jeu derrière ce genre de récompense. Donc on prend ça quand même vraiment au sérieux, même si on voit tous les ans une ou deux dingueries, on va dire. Généralement, les gens font ce travail bien. Et même si on peut contester que les journalistes aient un rôle fort dans ces votes-là, on voit que généralement, quand c'est étendu à d'autres personnes, c'est fait de manière moins sérieuse. Je voudrais juste le souligner quand même, sans défendre mon boudoir. Ok, merci Antoine. Quand on parle de catégorie individuelle, on parle du coach de l'année, défenseur de l'année, meilleure progression de l'année, rookie de l'année, meilleur sixième homme, que le joueur qui sort du banc, le premier joueur à sortir du banc, et bien sûr ce qu'on appelle le MVP, le Most Valuable Player. Meilleur joueur ou le joueur le plus impactant, ça c'est une autre question, on va pas rentrer dedans. On y va, on va commencer par nos prédictions pour le coach de l'année. Ça vous va ? Okay. Très bien, on y va. En même temps, c'est moi le boss, on y va. On n'a rien à dire. On attend le carton qui s'affiche, prédiction coach de l'année 2022-2023. Donc il y a du Tyronn Lue pour Angelo, Fred, Melo, Antoine et Sylvain a donc mis Taylor Jenkins. Je suis un peu mal. Non, c'est un bon choix, il est légitime. C'est un bon choix ? Oui. Il est bien sûr, merci beaucoup. Non, franchement, c'est un très bon choix. Il sera peut-être deuxième, mais c'est bien. Peut-être deuxième, ouais. Bon, je vais pour une fois prendre la main sur ce choix, expliquer un petit peu le nom que je vous propose. Taylor Jenkins est dans une on va dire dynamique ascendante avec les Memphis Grizzlies et Ja Morant. Ja Morant devrait faire une grosse saison, il est d'ailleurs très très bien parti. Juste une question, Ja Morant, c'est bien le paillasson de Luka Doncic? Non, juste pour être sûr. Ouais, ça peut ressembler à ça. Ça peut ressembler à ça. C'est pour recontextualiser. Voilà, Taylor Jenkins, si cette équipe fait une bonne saison régulière, 2, 3, voire 4, devrait quand même être cité. Et je voulais mettre une grosse cote pour Taylor Jenkins, qui est un jeune coach encore et qui a vraiment des idées, puisqu'il fait progresser son équipe saison après saison. Voilà pour moi, assez parlé. Moi, je veux connaître pourquoi Fred nous propose Tyronn Lue en coach de l'année. Parce que l'équipe des Clippers est au complet. Je pense qu'ils vont faire une très très bonne saison et qu'en NBA, et je suis ravi de ça, on valorise souvent l'équipe qui fait une grosse perf et qui revient bien, etc. Donc je pense que Tyronn Lue va faire du bon taf, que son équipe va être très bien classée. Donc, je ne vois pas comment ça pourrait lui échapper, mais encore une fois, avec les blessures, tu en parlais la semaine dernière, hein, les blessures aux Clippers, ça arrive très souvent. Donc avec les blessures, ça peut arriver vite. Encore une fois, c'est un peu une grosse cote, encore une fois, par rapport à ça. Mais logiquement, si les Clippers font une bonne saison, Tyronn Lue sera très bien placé. On voit Tyronn Lue, 45 ans, champion avec LeBron James, 2015-2016, et coach des Clippers depuis 2019. On complète les propos. Moi, ce qui met aussi, on va dire, le dossier Tyronn Lue très haut dans la pile des candidats, c'est le fait qu'il ait réussi, sans ses deux meilleurs joueurs la saison passée, à garder un bilan positif avec cette équipe des Clippers. Donc ils étaient à 42-40 sur les 82 matchs de saison régulière. Ils étaient dans la conversation. On savait très bien qu'ils n'étaient pas un prétendant au titre, mais ils sont restés dans une dynamique très positive. Ils ont continué à construire leur équipe et à se préparer justement pour le retour de leurs deux stars. Mais justement, c'est là qu'il sera encore plus fort. Parce que s'ils font une bonne saison, ça veut dire qu'il aura réussi à réintégrer ses superstars à une équipe qui a fonctionné quasiment très bien sans eux. Donc ça, c'est fort. Voilà, donc c'était un peu la prévision qui complète ce que disait Fred, justement. C'est de par le travail de l'année dernière, la réintégration. S'ils réussissent, pour moi, c'est la logique, en fait, sur les 2 années qu'ils obtiennent ce trophée. Rapidement, réussir, c'est quoi 1 ou 2 à l'Ouest ? Top 3. Top 3 à l'Ouest avec un bilan au-dessus des 55 victoires. Ok. Je vous fais pas réagir, Melvin et Antoine. On va directement sur le deuxième awards et vous allez commencer. Donc le deuxième award chez nous, c'est ce qu'on appelle DPOY, défenseur de l'année. On a 4 noms à vous proposer. Rudy Gobert, Giannis Antetokounmpo, Draymond Green et Kawhi Leonard. Donc j'ai choisi Rudy Gobert avec Antoine. Angelo, Giannis Antetokounmpo, le cœur ou le sang peut-être. Et Draymond Green donc, pour Melo et Kawhi pour Fred. Antoine, Rudy Gobert, passe de 4.
Ouais, alors moi j'ai aucune vergogne à dire que je le mets absolument parce que je suis chauvin, parce que j'ai envie que ça se passe bien pour Rudy. Je pense que les Wolves ont vraiment une chance de faire une très belle saison et du coup ça permettrait de le récompenser de manière individuelle lui. Parce que je vois pas beaucoup d'autres awards aller du côté des Wolves, même si je crois que pour Anthony Edwards il y a eu pas mal de votes, on en parlera après. Mais voilà, ça serait historique. On a vu que Rudy Gobert est clairement le meilleur défenseur de la NBA toutes les dernières années. Donc pourquoi pas ancrer ça dans l'histoire en le faisant égaler justement Dikembe Mutombo dont on parlait juste avant et Ben Wallace. Ça marquerait bien chaque période qui a été le meilleur défenseur. Et voilà, je trouve que ça serait assez logique. Mais je dis pas que c'est forcément lui. Hein. Angelo, Yanis. Alors, c'est pas le chauvinisme qui me fait parler. Moi, c'est plus l'aspect, on va dire, global de l'impact défensif de Giannis, qui est capable de défendre sur virtuellement toutes les positions avec sa longueur de segment, avec sa mobilité. Il a une mentalité qui est absolument admirable parce que les joueurs leaders ont généralement tendance à se préserver un petit peu, que ce soit pour l'attaque ou juste pour les playoffs. Lui, c'est peu importe que ce soit un match de pré-saison, un match de préparation pour les équipes nationales ou n'importe quoi avec les Bucks, c'est un joueur qui est absolument au taquet dans cette intensité de chaque instant. Et c'est aussi sa lecture défensive qui m'intéresse. C'est, on va dire, à la même échelle que celle de Rudy sur les aides en deuxième rideau. Giannis peut se projeter de partout, à n'importe quel moment. Il a aussi cette capacité à dévier les passes, à influencer les lignes de passe et donc à faire déjouer globalement son adversaire bien au-delà de ses statistiques concrètes. Donc Giannis, pour moi, s'il n'est pas MVP, je l'ai mis aussi pour le Defensive Player parce que s'il n'est pas MVP, il est... Voilà, au moins qu'il en ait un, quoi. Bah, je crois que Fred est un peu pareil quand on évoque Kawhi. À peu près la même réflexion, sauf que moi j'ai choisi Kawhi parce que je sais que Giannis sera MVP et qu'on va vouloir lui donner quelque chose à Kawhi. Et Kawhi, on sait que c'est un énorme défenseur, c'est un robot, c'est un mutant, il est encore plus costaud qu'avant, il peut défendre sur n'importe qui. Il est grand, il a des grands bras, il a le sens de l'anticipation. Les médias américains le nomment souvent comme potentiel meilleur défenseur de l'année. Et j'ai vraiment l'impression que ce trophée de MVP ne peut pas échapper à Giannis. Donc je pense qu'après la très bonne saison qu'aura fait les Clippers, ils seront obligés de le récompenser de quelque chose. Alors moi, tu assumes qu'il revient en forme, quoi. Voilà, c'est ça. Pour moi, il revient en forme. Ok. Donc il sera en pleine possession de ses moyens. Ça va aller petit à petit, mais en décembre, il est chaud. Bon, ok. Ça s'entend. Kawhi qui a 31 ans, quand j'ai vu son âge, je me suis dit, mince, ça fait longtemps qu'on le voit. Ça fait longtemps qu'on le voit et il a que 31 ans, champion avec les Spurs, champion avec Toronto et du côté des Clippers. Donc il est à la quête d'une bague et d'un titre de champion NBA. Je voudrais entendre Melvin sur Draymond Green, qui a fait parler de lui en début de saison, qui a déjà été meilleur défenseur de l'année en NBA. Pourquoi tu le vois être de nouveau performant et capable de soulever le titre ? Parce qu'il a du punch. Est-ce qu'il a du punch, ouais. Non, Draymond Green, tout simplement, il faut se rappeler que la saison dernière, c'était avant sa blessure, c'était le grand favori de loin pour remporter le titre de meilleur défenseur de la saison. Faut pas oublier qu'il y a ce contexte un peu bizarre, évidemment, avec l'altercation avec Jordan Poole, mais surtout qu'il est il joue pour son prochain contrat cette saison. Et généralement, quand il est un peu dos au mur, quand il doit prouver quelque chose, il répond toujours présent. Donc je pense qu'il va faire une très grosse saison. C'est un peu pareil que ce que disait Angelo sur Giannis, c'est vraiment Draymond, il peut défendre sur le poste 1 à poste 5. Il est exceptionnel dans les aides défensifs. Moi qui ai la chance de le voir évoluer plusieurs fois par semaine, c'est vraiment un savant défensif, c'est-à-dire que oui, il vient dans les aides, mais il est aussi capable de venir aider celui qui va aider et de lire l'attaque adverse avant même que certains mouvements se fassent. Et donc pour ça, je pense qu'il va être encore dans je dirais, top 5 des meilleurs défenseurs de la Ligue. Et encore une fois, si les Warriors veulent développer leur jeu, ils ont besoin d'être dans une des meilleures défenses. Et s'ils sont une des meilleures défenses, ça n'échappera pas à Draymond Green. Ok, ce qui s'est passé en début de saison va pas pénaliser Draymond Green, même malgré ses performances. On sait que l'image est importante en NBA. Est-ce que ça va pas le pénaliser, le fait de s'être un petit peu emporté, on va dire ça comme ça, pour être éventuellement élu en fin d'année ?
Si, ça peut, mais je pense qu'en avril, si les Warriors finissent à 60 victoires et qu'ils sont meilleure défense de la ligue, je pense que personne ne se souviendra. Il y aura peut-être une mention, mais je pense que ce sera bien loin dans l'esprit des gens pour que ça vraiment impacte sa candidature. Puis on aime les histoires de rédemption aux États-Unis aussi. Oui, c'est vrai. On aime les histoires de rédemption, donc s'il est sur on va dire son meilleur comportement tout au long de la saison, qu'il aide les Warriors à confirmer et à faire voilà, dans leur quête du back-to-back et donc d'une 5e bague, voilà. Il aura mérité d'être élu. Bien sûr, et puis après, ce qui s'est passé dans le vestiaire des Warriors n'a rien à voir avec sa production sur le terrain. Et donc, après, les gens cèdent un peu à l'émotion et peut-être qu'ils se laissent influencer, on va dire, de manière inappropriée. Mais si on doit parler des stats et du terrain, s'il fait ce qu'a mis en avant Melo... Comment ça se passe ? Ça a été mondialement vu. Les mecs, Oui. ça restera dans leur esprit pendant toute l'année. Mais tu peux me dire ce que tu veux de toute l'année. S'il se fait élire, on parie ce que vous voulez, que ça ne sera pas le cas. Ou alors il sera vraiment tellement au-dessus qu'on ne pourra pas l'éviter. Ouais, il est condamné à être vraiment très très fort. Il est condamné à être... disons que s'il y a deux mecs à égalité, ce ne serait pas lui. Mais Okay. s'il est au-dessus... Allez, on avance. Catégorie MIP, Most Improved Player, le joueur ayant le plus progressé d'une saison à l'autre. On a 4 noms à vous proposer. Anthony Simons, qui est mon choix. Tyrese Haliburton, celui d'Angelo Edmelo. Tyrese Maxey, Antoine. Et Anthony Edwards, Frédéric Weiss. On va commencer par Fred Weiss. Ouais. Pourquoi ? Parce que c'était déjà un joueur fantastique. C'est qu'on sait qu'on a vu que le début de ce qu'il est capable de faire. Ouais. Là, il a 2 tours jumelles qui peuvent le protéger. Un le protéger, l'autre l'aider et le soulager en attaque. Il y a D'Angelo Russell. Ça peut faire un combo incroyable. Moi, je pense qu'on n'a rien vu de ce joueur qui est un joueur fantastique, que j'adore. Un jeune joueur, effectivement, qui a montré tout l'étendue de son talent la saison dernière. Est-ce qu'il est capable, on a les stats qui s'affichent, c'est les stats de la saison dernière, est-ce qu'il est capable de passer de 21 points à 27 moi, je pense 27. Et tu penses que c'est une belle progression Moi, je pense que c'est une belle progression. Et encore une fois, avant de faire les émissions, et on regarde tous un peu des sujets sur la NBA, etc., c'est le favori des bookmakers, par exemple. D'accord, ok. Donc, je ne suis pas sûr à dire une bêtise, mais c'est vrai que ce joueur est tellement fantastique, il a tellement tout en magasin, capable de shooter de loin, capable de pénétrer. Vous avez vu comme il est fort physiquement, il peut aller au bout. Costaud, oui. Il apporte tout, et encore une fois, il est protégé par Rudy Gobert. Enfin, moi, j'adore le principe. Bon. Antoine, Tyrese Maxey, que tu vois du côté des Sixers de Philadelphie, joueur un peu virevoltant, arrière comme ça, très opportuniste. Tu le vois être MIP cette année, joueur ayant le plus progressé ? Ouais, alors au départ, j'avais mis la blague, j'avais mis Tyrese, c'est parce que je me disais que ça serait soit Haliburton, soit Maxey. Pourquoi Maxey ? Là, j'avoue que je doute un petit peu de mon choix parce que je vois que James Harden a tout le temps la balle et donc je ne sais pas si ça va permettre à Maxey de briller, par exemple. Mais bon, ça pourrait changer. Disons que c'est un joueur dans une équipe qui est très très en vue. C'est un jeune joueur qu'on n'attendait pas forcément briller comme ça. Il a montré de très belles choses l'an dernier. Et je me dis, pourquoi pas cette année, on pourrait encore le voir faire quelques étincelles dans une équipe qui performerait très très fort. Si Embiid n'est pas MVP, encore une fois, il faut trouver quelque chose à donner à ce genre d'équipe. Pourquoi pas cet award-là, même si, quand on a fait un peu les votes et tout, là, j'avoue que Harden m'inquiète par rapport à ça, mais on verra. Ouais, c'est un peu le même problème pour Edwards et Maxey. Oui. Et peut-être plus pour Maxey encore que pour Edwards, c'est que quand on a déjà, on va dire, une production statistique très importante, Maxey il était aux alentours des 17 points de moyenne. Il faut vraiment faire un saut en avant. Voilà. Parce que, et le pire dans tout ça, c'est que quelque part, on minimise la progression d'un joueur, parce que si Edwards passe de 21 à 24,5, c'est déjà énorme comme progression. Effectivement. Et le problème, c'est qu'on ne pourrait pas potentiellement le valoriser à son juste titre, parce qu'on va regarder un Tyrese Haliburton justement, et tu vois, je te fais ta transition. Merci. Je vois qu'il y a tout de suite, parce qu'on a un peu de retard. Haliburton a vraiment l'opportunité, en ayant les clés de la maison du côté d'Indiana, de vraiment passer un gros cap statistique. Question tout de suite, est-ce qu'il ne va pas être pénalisé par la saison collective d'Indiana qui ne va pas être terrible ? C'est potentiellement, c'est pour ça, c'est une prédiction et c'est jamais une science parfaite, c'est potentiellement ce qui pourrait lui retirer son titre si vraiment les Pacers sont catastrophiques. Okay. Mais n'oublions pas que le MIP ne prend pas tellement en considération le résultat de l'équipe et pas au même niveau en tout cas qu'un MVP. Donc le MIP, c'est vraiment une statistique qui est beaucoup plus basée sur l'individu. Ok. Melo, tu confirmes ton choix et celui d'Angelo, Tyrese Haliburton ?
Écoute, je confirme, en tant que Sprite Bro, on est toujours sur la même longueur d'onde, donc j'ai pas grand-chose à rajouter. Moi, il me fait beaucoup penser à un sorte de jeune Chris Paul, c'est-à-dire que c'est un passeur exceptionnel, il sait manipuler les défenses. Et là, on va aussi lui demander de devenir scoreur. Et je pense que là, sur les 3 premiers matchs, il est quasiment à 25 points par match. Donc s'il continue comme ça, je pense que ça va être compliqué de ne pas lui donner le MVP. Donc un jeune Chris Paul, c'est un joueur qui gagne pas beaucoup de matchs, hein, pour chambrer un peu les qui gagne pas beaucoup de titres, qui gagne beaucoup de matchs, oui, mais sans titre derrière. Ouais. Bon, petite blagounette sur Chris Paul, joueur évidemment très très fort. MVP, messieurs, catégorie reine. On a 3 noms à vous donner. Ja Morant, mon choix. Giannis Antetokounmpo, celui d'Angelo et Fred. Et Joel Embiid pour Antoine et Melvin. On va redonner la main à Antoine pour Joel Embiid. En quoi tu le vois être le MVP cette année ? Normalement, les Sixers doivent mieux performer. Ils ont maintenant plus de vécu avec James Harden. Ça a pu être un peu plus planifié. Ça peut être déjà en place, on va dire. Donc, la conférence Est, il y a de la place pour que Philadelphie soit le premier ou autre de la conférence. Donc, Embiid qui a été 2 fois d'affilée deuxième, dont on sait que voilà, ça lui tient vraiment à cœur de gagner ce titre. On peut se dire que c'est très très probable, après on n'a jamais la boule de cristal, qu'il puisse enfin détenir cette récompense individuelle suprême en plus. Après, on sait tous que c'est derrière, c'est en play-off que la saison des Sixers va vraiment se jouer. Mais comme c'est une récompense de saison régulière, je me dis qu'effectivement, il y a vraiment beaucoup de chances que ça se tourne vers Joel Embiid. Alors, Melvin va compléter tes propos rapidement, et puis ensuite, on va aller vers le 2 duos, parce que vous étiez 2 duos, finalement, Angelo Fred pour Giannis, et Antoine et Melvin pour Joel Embiid. Melvin, tu complètes et ensuite on écoute Angelo. Ouais, je pense qu'Antoine a tout dit. C'est vrai que les Américains aiment beaucoup récompenser ceux qui finissent deuxième. On sait que par exemple Harden avait fini deuxième 2 ou 3 fois de suite avant d'être nommé MVP. Je pense que si Embiid domine et que les Sixers finissent dans le top 3, à mon avis, ce sera pour lui, même si Giannis sera dans la course. Ja Morant, c'est un peu risqué comme choix, mais j'ai hâte de t'entendre, Sylvain, sur ce choix. On va pas m'entendre, on n'a pas le temps. Et ça m'arrange. Nous, on parlera pas, vas-y. Moi, j'ai envie d'entendre aussi ça. Et sur Ja Morant ? Ah ouais. Je voudrais que tu m'expliques que son équipe joue souvent très bien quand il n'est pas là aussi. Hein. Oui, mais elle joue aussi souvent très bien quand il est là. À l'image du match contre les Nets là, cette nuit, au moment où on fait cet enregistrement, Ja Morant est capable de se lâcher, Ja Morant est capable de prendre des tirs en première intention, voire même en sortie d'écran à 3 points, ce qui est une vraie différence pour lui. Et s'il arrive à être constant, il sera parmi les joueurs les plus impactants de cette saison. Et surtout, il est électrique. Et je pense que les joueurs électriques sont les joueurs qu'on aime bien mettre tout en haut dans la catégorie de MVP. Je parlais de son coach Taylor Jenkins, qui le développe. Il arrive à canaliser cette pépite et cette équipe va progresser. Donc si elle fait 1, 2, 3... Et puis comme Giannis, en fait, il y a un parallèle entre Morant et Giannis, c'est qu'il amène la dimension de la menace extérieure. Tu le vois s'arrêter en première intention à 3 points, mettre dedans. Et c'est là où si un mec comme Morant qui peut aller péter les dunks sur n'importe quel pivot de la ligue, qui a cette capacité de jouer le in-between game, s'il commence à écarter la défense en mettant dedans à 3 points... Avec consistance, il est dans la conversation. Pour moi, c'est un candidat légitime, hein, surtout que il faut que son équipe fasse une bonne saison. Il faut qu'il soit top 1 une fois de plus, bien sûr. Allez, un mot rapide sur Giannis quand même, parce que c'est quand même un joueur dominant. Écoute, Giannis, c'est très simple, c'est le joueur ultime, le moment où il amène la dimension du tir à 3 points. Okay. Donc, il est encore en train de travailler dessus. Il a fait un vrai progrès significatif cet été, en tout cas dans sa confiance en lui et le fait de prouver qu'il est capable de s'arrêter si on lui donne 2 mètres en première intention et de mettre dedans. Dans le jeu FIBA en parlant. Dans le jeu FIBA, mais il peut le faire en NBA de la même manière, même si la ligne est un peu plus loin. Donc, s'il continue ce développement-là, il va pouvoir forcer la défense à monter sur lui et à ce moment-là, il est indéfendable. Fred. Un monstre de travail, effectivement. Il a tellement progressé. On l'avait critiqué l'année dernière sur son jeu FIBA, justement. Il est arrivé cette année, je pense qu'il a montré 2-3 trucs à des mecs. Il a un peu calmé tout le monde. Donc cette capacité à apprendre tout le temps, à avoir faim tout le temps et à avoir envie de titre, moi, je pense que personne ne peut arrêter Giannis. Je pense que tout le monde est d'accord sur ça. Défensivement, il est là, il est présent, il est intelligent, il est dans les potentiels meilleurs défenseurs.
Je vois pas comment ça pourrait lui échapper. Encore une fois, si son équipe fait une bonne saison. 10e saison NBA quand même déjà pour Giannis. Ouais. Mais le seul truc moi que je veux mettre en avant par Giannis par rapport à Embiid justement, c'est Giannis ne triche pas. Embiid, le langage corporel sur ses 3 premiers matchs de saison régulière sont inquiétants pour moi. Oui, après c'est pas les mêmes physiques. Hein. Oui, c'est un très mauvais choix en fait. Il est en train de vous dire les gars. Bon, non, mais c'est pas les mêmes physiques. Hein. Il y a quand même une gestion différente du Joel Embiid. Oui, mais c'est le fait il n'y a pas le coup de sifflet. Pendant 2 heures, je regarde l'arbitre, je reviens pas en défense. Je reste les bras ballants. Yannis, il fait pas ça. Il revient, il va vouloir se massacrer en te mettant un gros contre. Et il est très intense. Et c'est ça qui en fait, par rapport à Embiid, c'était important de le mettre en avant parce qu'il y a quand même quelque chose qu'on peut dénoter quand on le regarde. Là. Ok. Les meilleurs débutants, les rookies de l'année en NBA, on a 2 noms à vous proposer. Paolo Banchero, numéro 1 je suis seul. De la draft 2022, joueur du Magic, et Jaden Ivey, donc l'arrière explosif du côté de Pistons, des Pistons de Détroit, pardon. On va écouter, puisque tu es le seul, hein, je ne vous ai pas nommé, vous voyez bien sûr le carton. Ouais. On va écouter ton choix, Angelo. Pourquoi en fait, c'était soit l'un, soit l'autre, mais pour moi, en fait, pour l'un et pour l'autre, ce sera intimement relié à la performance de leur équipe. Ok. Parce que vu que ce sont 2 joueurs qui vont être très responsabilisés au sein de cette équipe, alors encore plus Banchero que Ivey, parce qu'il y a Cunningham aux côtés de Ivey à l'arrière et on sait que c'est lui le franchise des Pistons. Mais Ivey l'a démontré en pré-saison, il a cette agressivité extraordinaire et cette capacité à faire jouer autour de lui. Donc statistiquement, en étant dans le 5, il a beaucoup de minutes, beaucoup de munitions. Je pense qu'il va être autour des 15 points et 6 passes. Et ce sont des statistiques, si les Pistons se mêlent à la conversation du play-in, qui pourrait le valoriser avec un Rookie of the Year. Melvin, est-ce qu'il faut être dans la position de Paolo Banchero, c'est-à-dire quasiment seul en attaque et très très responsabilisé pour tenter de glaner justement un titre de meilleur débutant de l'année en NBA, ou il faut plutôt être dans une situation potentielle de Détroit qui devrait peut-être se mêler à la lutte au play-in, donc pas loin des playoffs et donc dans une meilleure situation collective? Je pense que historiquement, c'est généralement les joueurs qui sont dans la même position que Paolo Banchero qui gagnent le trophée. Il est juste dans une situation parfaite, c'est-à-dire tu es le franchise player de cette équipe, tout le monde joue pour toi. En plus, c'est un joueur qui est extrêmement polyvalent, on l'a vu sur son premier match. Il va marquer des points, il va prendre des rebonds, il va faire des passes. Et attention au Magic quand même. On parle des Pistons, le Magic, ils peuvent en surprendre plus d'un, donc je pense qu'ils ne seront pas très loin des Pistons, peut-être même devant. Donc à mon avis, ce sera un raz-de-marée pour Banchero parce que ses stats vont être tellement au-dessus de tous les autres rookies qu'il y aura pas, je pense qu'il n'y aura pas débat. Bon, on rappelle que son concurrent était Chet Holmgren, l'arrière intérieur. L'ailier intérieur d'OKC qui s'est blessé pour la saison. Malheureusement, Antoine, j'ai pas le temps de te faire réagir. Il faut qu'on avance sur la dernière catégorie, celle du 6e homme, donc le premier joueur sortant du banc. On a 2 noms à vous proposer, Christian Wood, donc l'intérieur des Mavs de Dallas, et Jordan Poole, l'extérieur virevoltant des Warriors. Angelo est seul encore avec Christian Wood. On va t'écouter nous expliquer pourquoi Christian Wood et pas Jordan Poole. Je pense que Christian Wood a l'opportunité idéale en ce qui le concerne individuellement de vraiment montrer toute sa qualité puisqu'il va être un peu l'energizer en sortie de banc du côté de Dallas qui reste une équipe du haut de tableau à l'ouest et donc les performances des Mavs qui vont bénéficier de son explosivité et de son agressivité en sortie de banc, lui c'est un scoreur, hein, c'est un joueur qui aime le ballon. On sait que jouer autour de Luka Doncic c'est vraiment être en second rôle. Il a cette capacité de, je pense, faire le nécessaire pour permettre aux Mavs de confirmer leur bonne saison de l'année dernière, parce qu'ils ont besoin de soutien avec Doncic qui va être un candidat MVP légitime. Ces statistiques lui permettront d'être valorisées, sachant que Jordan Poole était une fois de plus mon choix 1 et 2, mais c'était bien de parler de lui aussi. Melvin, Jordan Poole, pareil, hein, tu le côtoies très très régulièrement du côté de San Francisco. 6e homme, on sait que l'année dernière, il n'en était pas loin. Est-ce que tu le vois prendre le titre en quelques mots? Ouais, pour moi, il est dans la même situation que Tyler Hero la saison dernière, qui a gagné ce trophée de 6e homme. C'est-à-dire que, il va s'inscrire dans la continuité de la saison dernière. Il va jouer 30 minutes par match, qui a été annoncé par Steve Kerr. Il a les clés de la second unit. Et en plus, il va pouvoir un peu gonfler ses stats quand Steph Curry et Klay Thompson vont être ménagés. Donc c'est vraiment le profil parfait du 6e homme, un peu à la Jamal Crawford ou à la Lou Williams.
il marque des points, il crée pour les autres, c'est flashy. J'adore tout ce qu'Angelo a dit sur Christian Wood, c'était mon deuxième choix, mais je pense que si Poole n'a pas le trophée du cinéma, c'est qu'il y a eu une blessure ou un autre problème. Bon, affaire à suivre, hein, ça fait que commencer. 82 matchs de saison régulière pour ceux qui découvrent. Donc on aura le temps bien sûr de voir tous ces noms qu'on vous a proposés progresser, performer ou alors complètement... Décevoir aussi certains. Exactement, c'est l'eau du sport. On a fait le tour, messieurs. C'était plutôt... complet, intense. C'est complet, intense. On va remercier nos Américains, notamment Melvin et Antoine, d'être toujours fidèles au poste. Merci à Angelo avec sa belle chemise en mode bûcheron. Il a osé. Mais j'ose. Fred, merci beaucoup. Merci beaucoup. On repose-toi bien, on sait que on est un peu partout en ce moment. Oui, là, je Un peu beaucoup même. Ouais, on vous remonte le livre Road Trip NBA à gagner, hein, ça se passe sur Twitter. Il faut trouver le nombre de titres de meilleur défenseur de l'année qu'a gagné Rudy Gobert. Vous nous dites tout ça. Et c'est pas 2 et c'est pas 2 et c'est pas 4. Donc ça semble assez facile. On va remercier les équipes techniques de Sport en France, Lucien qui a préparé cette émission. Et on va remercier toute la communauté Hype qui nous suit régulièrement sur les réseaux sociaux et également sur YouTube. Hein. D'ailleurs, il faut aller sur YouTube et sur le site de Sport en France pour retrouver ce programme. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Et puis on sera là, bien sûr, avec vous la semaine prochaine pour parler de Hype NBA. Portez-vous bien. À bientôt. Ciao.